parmi vos équipes ou dans votre entreprise, vous allez avoir une pluralité de vécu pendant le confinement. Et cette pluralité de vécu va être très importante à prendre en considération et en compte quand il va y avoir une reprise, même partielle, de l'activité ou un retour, même partiel, au bureau. Parmi les facteurs qui étaient importants pendant le confinement qui pouvaient être à risque, je dirais qu'il y a l'isolement et la solitude. À l'inverse, les personnes qui, vivant toutes seules, se sont retrouvées pendant plus d'1 mois et demi à être seules chez elles, il y avait un gros risque de solitude. Autre risque, la surcharge de travail. Vous avez des personnes qui se sont surinvesties et quand on est en télétravail, les frontières vie pro, vie perso s'estompent, encore plus en plein confinement. Donc, je dirais que le surinvestissement et l'épuisement professionnel sont une vraie réalité aussi sur laquelle il faudra revenir à la fin de ce confinement. Et ensuite, dernière difficulté que les gens ont pu rencontrer pendant le confinement, c'est tout ce qui va être ergonomie, c'est-à-dire travailler dans de bonnes conditions de travail. On n'a pas le confort de son bureau, on n'a pas forcément le même matériel, on se retrouve à travailler sur la table de sa cuisine ou dans son lit, sur son lit pour avoir la paix et être coupé, avoir une pièce où on s'isole. Donc du coup, tout ça, au bout d'1 mois, 2 mois, ça compte aussi dans les facteurs en tout cas de qualité de vie au travail. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles entreprises ont mis des choses en place pour la qualité de vie au travail pendant le confinement. Donc du coup, pour déjà avoir une petite idée en ce qui nous concerne aujourd'hui tous ensemble, on va lancer le premier sondage. Jennifer va vous mettre un petit sondage auquel répondre. Donc votre entreprise a-t-elle mis en place des initiatives en matière de qualité de vie au travail pendant le confinement? Donc oui, non ou vous ne savez pas. Du coup, c'est intéressant de voir un petit peu quels vont être les résultats parce que je dirais qu'il y a des pratiques très diverses. Il y a des choses, là encore, le tableau est assez varié, donc ça m'intéresse de voir un petit peu si votre entreprise a mis en place des choses pour favoriser votre bien-être et votre qualité de vie au travail pendant cette période. Hop. Alors, je ne sais pas après, Jennifer, si tu as les réponses. Oui, alors j'attends voir. Je vois qu'il y a encore quelques réponses. On a 70% de C'est réponses. anonyme, ne vous inquiétez pas, on n'utilisera Oui, pas ces données. non. Bon, voilà, 72% de réponses, on est déjà très bien. Voilà, on est à 46% oui, le reste non ou je ne sais pas. Ah, c'est assez mitigé quand même, hein. Donc, ce n'est pas Assez forcément mitigé. une écrasante majorité de personnes dont l'entreprise a mis quelque chose en place. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors juste, je vois en commentaire pour partager l'étude. Oui, je vous la mettrai dans les liens on fera un compte rendu du coup de la conférence et je vous mettrai les liens vers l'étude avec plaisir. Vous aurez tous les détails de l'étude. Donc, il y a 46% de personnes qui disent que leur entreprise ont mis quelque chose en place. Alors, ce qui est intéressant, nous, par rapport au retour qu'on a eu d'entreprises comme bonne pratique, je dirais qu'il y a 4 choses qui étaient très intéressantes. Déjà, la communication, c'est un facteur clé pour la qualité du travail en période de confinement. Vous allez avoir des personnes qui étaient en télétravail à temps plein, d'autres en chômage partiel, d'autres en chômage complet technique. Et du coup, une communication fréquente pour tout le monde va être rassurante, même si on n'a pas réponse à tout. Personne ne peut savoir aujourd'hui quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre exactement une activité normale. Par contre, avoir une communication transparente et, je dirais, le plus authentique possible fera du bien à tout le monde et ça va aussi recréer du lien. Ça peut être une communication à l'oral, mais aussi une communication à l'écrit. Dans les bonnes pratiques qu'on a vues, nous, se mettre en place, c'était par exemple aussi des guides pratiques pour le télétravail. Quand on parle de télétravail, de management à distance, j'imagine des personnes pour qui c'était des choses nouvelles, d'avoir un guide de bonnes pratiques en interne qu'on peut diffuser sur lesquels les salariés peuvent s'appuyer, c'est un vrai plus. Donc, je dirais tout ce qui va être communication orale ou écrite par les canaux que vous utilisez d'habitude, mais aussi peut-être par des nouveaux outils que vous avez pu découvrir lors du confinement. Cette communication est importante. Il ne faut pas qu'elle soit trop, je dirais, importante, mais c'est-à-dire qu'elle ne soit pas trop envahissante. Je dirais qu'il y a des canaux adaptés et des horaires adaptés pour communiquer. Mais par contre, cette communication est vraiment essentielle pour rassurer et rester en lien avec les salariés.
Ensuite, c'était être à l'écoute. Quand je vous ai dit tout à l'heure que les vécus étaient très différents, beaucoup d'entreprises ont mis en place, par exemple, ou l'avaient déjà, mais en tout cas l'ont continué, des lignes avec des numéros verts, avec des psychologues qui peuvent vous écouter, vous conseiller. C'est des choses qui ont été vraiment développées pendant le confinement. Les entreprises qui sont spécialisées là-dedans ont vu leur demande exploser x2 ou x3 pour répondre aux craintes et aux questions que se posaient les salariés. Donc, c'est un vrai plus parce que du coup, ça crée vraiment de la réassurance et ça peut aider des cas particuliers. Le manager, bien évidemment, a un rôle dans la communication de proximité. Quand je disais tout à l'heure d'éviter l'isolement, le manager a un rôle d'appeler régulièrement ses équipes au-delà du point que vous pouvez faire de manière hebdo au niveau collectif, mais c'est de savoir un petit peu de prendre le pouls, savoir comment les gens vivent le confinement, que ce soit au début ou à la fin, parce qu'il ne vous aura pas échappé que le confinement, c'était un peu les montagnes russes et on a des périodes où tout va bien, on se dit qu'on tient le bon bout et puis après, le week-end, on se sent complètement démoralisé. Donc, c'est tout à fait normal de passer par plein de phases différentes. Donc, c'est aussi le rôle du manager d'être là pour remonter le moral des troupes quand il y a besoin. Certaines entreprises se sont adaptées en continuant les actions de qualité de vie au travail qu'ils avaient d'habitude dans l'année, mais en le faisant à distance. Alors, je pense à tout ce qui va être ateliers, conférences qui se sont transformés en cours de fitness à distance pour tout ce qui va être activités sportives, des webinars ou du coup des ateliers de sophrologie. Vous avez une appli comme Petit Bambou qui a une offre en entreprise qui s'est, pareil, beaucoup développée pendant le confinement parce qu'en fait, tout ça, c'est des moyens de favoriser le bien-être individuel à distance et ça a permis aussi de maintenir de la qualité de vie au travail et des actions, en tout cas, pour la qualité de vie au travail. Certaines entreprises ont aussi misé sur le podcast. Nous, on a eu pas mal de demandes pour du contenu, du rédactionnel, qui s'adressait aux personnes qui sont en télétravail, mais aussi aux personnes qui sont en chômage partiel. Et c'était important pour maintenir le lien, pour pas que les personnes se sentent tout à coup exclues de l'entreprise, même si leur activité s'arrêtait temporairement. Donc, tout ce qui va permettre de continuer à créer du lien est important. Et aujourd'hui, on a tous les outils, cette conférence le montre, mais on a tous les outils pour pouvoir faire des conférences à distance, là encore sans que ce soit envahissant et sans qu'on ait un planning. Aujourd'hui, je fais yoga, demain des méditations et mercredi, j'ai mon cours de sport et en fait, je ne m'arrête plus et je me crée de nouvelles contraintes. Mais par contre, ça peut être très intéressant d'avoir de la sophrologie, d'apprendre à méditer. Tout ça peut nous apprendre aussi à peut-être prendre un peu de recul sur la situation et à mieux le vivre aussi individuellement. Donc ça, c'était important. Et le quatrième point qui est important quand on parle de qualité de vie au travail en ce moment, c'est de penser qu'il y a une idée reçue qui serait que le 11 mai, quand on va déconfiner, youpi, le bien-être va réapparaître et tout va s'effacer. Non, ce serait une grave erreur selon moi, parce que le déconfinement va entraîner un nouveau stress et des nouvelles anxiétés. Vous avez des personnes qui ont bien vécu le confinement qui vont pouvoir être très stressées par le déconfinement, des personnes qui vont continuer aussi peut-être à avoir des appréhensions et c'est tout à fait normal. Donc là encore, il y a des personnes qui vont être très contentes de retourner au travail, voir leurs collègues et qui n'en peuvent plus d'être chez elles et qui seront ravies quand on leur proposera peut-être sur la base du volontaire de retourner au travail. En tout cas, il faudra là encore prendre en compte tous ces vécus et ces ressentis un peu différents. Donc là encore, pour se rendre compte, on va voir si vous êtes tous sur la même longueur d'onde ou pas. On va vous lancer un deuxième sondage sur le retour au travail. Est-ce que pour vous, c'est une source d'appréhension ou pas du tout? Donc, est-ce que vous appréhendez le retour au bureau un peu, beaucoup ou pas du tout? Donc, c'est un peu intéressant de savoir pour qui, ça semble facile, entre guillemets, et pour qui ça pose peut-être plus de questions. Hop, je vous laisse le temps de répondre. On est à 76% de participation. Donc 50 un peu, 23% beaucoup, et pas du tout à 30% presque. Donc c'est Oui, donc pas du tout et quand même largement minoritaire. On a quand même 75% pour qui ça crée des appréhensions à différents niveaux. Et je pense que ça, c'est vraiment important, quel que soit votre poste dans l'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que vous soyez manager, salarié ou RH, l'idée, c'est de se dire qu'on aura tous aussi un rôle à jouer pour voir comment les autres vont aller. Donc, quand on va retourner au travail, une des premières bonnes pratiques qui revient sans cesse quand on interviewe des psychologues là-dessus, c'est notamment de se dire qu'il va falloir prendre du temps
quand les salariés vont revenir au travail, que ce soit de manière partielle ou totale, pour échanger sur le vécu du confinement, mais aussi sur le déconfinement. Je m'explique, on ne pourra pas rentrer lundi au travail en disant oh, bah, comme si on s'était vu vendredi 13 mars, pardon, et qu'il ne s'était rien passé pendant les 2 mois. Ça, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible non plus d'arriver en ayant un discours qui sera que anglais sur la performance ou sur les objectifs ou sur le pur travail. Donc, il faudra forcément prendre du temps pour échanger et savoir du coup comment chacun a vécu ce confinement, mais aussi comment chacun vit le déconfinement. Et là encore, vous allez avoir des situations très différentes. Les personnes qui ont des enfants ou pas, et même parmi les personnes qui ont des enfants, celles dont l'école réouvre, certains ça ne va pas réouvrir, certains ça va réouvrir avec du temps partiel, d'autres ça va être réservé du coup au personnel qui ne peut pas télétravailler. Donc vous allez avoir là encore des ressentis très différents. Et la première action, donc, ça va être d'écouter, de prendre en compte le vécu de chacun et de prendre le temps de partager. On va peut-être se rendre compte qu'un tel a très bien vécu le télétravail, il a découvert et trouve ça génial et voudrait en faire plus, peut-être par la suite qu'il en faisait jusqu'à maintenant. D'autres personnes qui vont avoir besoin de repasser par du collectif et plus de temps d'échange en visuel. Donc du coup, ce temps-là, ça va peut-être être une demi-journée où il va falloir écouter. Ça peut être des sondages comme on l'a fait là. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des sondages, de prendre le pouls, l'humeur, de savoir un petit peu je dirais au-delà de l'humeur, vraiment le moral et l'engagement de chacun. Donc ce temps-là, ce ne sera pas du temps perdu, ce sera du temps vraiment pour aussi imaginer des solutions ensemble. Et ce serait une erreur de penser qu'on peut arriver avec un plan de reprise du travail fait par la direction et imposé. Il va falloir aussi composer avec, comme je vous le disais, le vécu de chacun et la situation de chacun au moment où on va parler de déconfinement et de reprise du travail. Donc au-delà de cette écoute-là, il y aura des actions à mettre en place en matière de qualité de vie au travail. Et dans l'étude dont je vous parlais tout à l'heure au début, c'est très intéressant de voir qu'il y a 66% des salariés pour qui le retour au travail sera conditionné aux actions mises en place par leur entreprise en matière de qualité de vie au travail. C'est-à-dire que si mon entreprise s'engage pour favoriser ma qualité de vie au travail, je vais être engagée dans mon travail et je vais avoir envie d'y retourner. Si on ne fait rien pour moi pour favoriser mon bien-être au travail, que ce soit pendant le confinement ou après, je ne vais pas être engagée de la même manière. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que les actions de qualité de vie au travail auront un vrai impact sur l'engagement de vos équipes dans le travail au quotidien quand tout ça va reprendre. Ensuite, l'écoute va permettre de dresser les plus et les moins de ce qui s'est passé pendant le confinement. Peut-être que vous avez très bien réussi à travailler à distance, à mettre en place du travail collectif à distance, donc ça ce sera un vrai plus et vous pourrez capitaliser là-dessus pour la suite. Peut-être qu'il y a des process qu'il faudra revoir, donc tout ça vraiment ce sera intéressant de vraiment d'insister là-dessus au moment de la reprise, même partielle, même si la plupart restent en télétravail et qu'il n'y a que certains qui reviennent au travail. Vraiment ce sera des discussions à avoir d'ici cet été, puisque tout ça va s'échelonner et il n'y aura pas une reprise collective clairement le 11 mai. Ensuite, la reconnaissance va être importante. Quand on parle de qualité de vie au travail, il y a le bien-être physique, il y a le bien-être, je dirais, moral et psychologique, et la reconnaissance a un rôle clé à jouer. Les recherches qu'a fait Jean-Pierre Brun, qui est un professeur à l'Université de Laval au Canada, sont très intéressantes. Et pour résumer, il y a 4 formes de reconnaissance. Il y a la reconnaissance de la personne, la reconnaissance existentielle. Ça va être tout simplement prendre des nouvelles des uns des autres. La personne, je dirais, prendre des nouvelles de la personne au-delà de sa fiche de poste et de son statut dans l'entreprise. Ensuite, il y aura vraiment par rapport au travail, de la reconnaissance par rapport à la manière dont la personne a effectué au travail dans des conditions qui n'auront pas forcément été faciles parce que pas du tout habituelles. Il y a aussi la reconnaissance par rapport à l'investissement dans le travail, à l'engagement qui a été fourni. Remercier, complimenter, que ce soit par rapport quand on est manager vis-à-vis de son équipe, mais aussi entre collègues. La reconnaissance entre pairs est aussi très importante. Et enfin, il y a la dernière reconnaissance, c'est la reconnaissance des résultats. Mais je dirais qu'il ne va pas forcément être prioritaire en ce moment. Ça va être plutôt la reconnaissance de la personne et la reconnaissance de son engagement dans le travail. Pour finir, vraiment, ce qui va me sembler important, ça va être d'agir en prévention des risques psychosociaux aussi. Quand je vous parlais tout à l'heure des risques de burn-out, oui, il y a des personnes qui vont finir épuisées après les 2 mois de confinement, et il faut aussi agir en prévention. Sinon, le risque, là encore, quand vous interviewez des psychologues du travail, c'est d'avoir un boom des arrêts de travail en mai et en juin parce que les gens vont ne plus en pouvoir, et ce qu'on pensait un sprint au début en se disant il va falloir tenir 15 jours, un mois comme ça, au final se transforme en très long marathon, et
il va falloir encore tenir longtemps. Donc, tout ce qui va être de la prévention des risques psychosociaux, l'écoute, que ce soit avec ce que je disais tout à l'heure, mais aussi de la prévention chacun sur la gestion du stress, sur la charge de travail, d'identifier un petit peu vraiment les facteurs de risque et sur quel levier on peut agir. Il y aura toutes les obligations légales, mais qui ne sont pas vraiment le cœur aujourd'hui qui nous intéresse, c'est-à-dire il y a un document qui a été fait sur toutes les obligations en termes d'hygiène, et ça, ce sera, je dirais, le minimum et la base, mais ça, tout est indiqué dans le document qui est assez détaillé et important. Et il y a deux choses pour finir qui me semblent essentielles. Je vous parlais tout à l'heure de la frontière très poreuse entre la vie pro et la vie perso. C'est ce qu'on appelle le blurring, qui est à nouveau de plus en plus important parce qu'en période de confinement, en termes d'horaire, en termes d'espace de travail, tout est un peu mélangé. Donc, il faudra aussi, quand on reprend des habitudes un peu plus normales, peut-être faire des choses sur la déconnexion, sur le droit à la déconnexion, sur la conciliation vie pro, vie perso, des actions pour aider les parents à tout concilier. Je dirais que la parentalité et les questions de vie pro, vie perso vont être vraiment des questions majeures. Et enfin, les questions qui semblent vraiment importantes, ça va être aussi la question du sens au travail. Je pense que les salariés veulent s'investir et sont capables de faire des efforts et entendent tout ce qu'on peut leur demander, s'il y a un cap et une vision qui sont demandés, s'ils comprennent pourquoi, à quoi ils contribuent. Et il va falloir aussi répondre, on annonce beaucoup de reconversions, de changements après cette période, mais c'est aussi des réponses à apporter en interne. Si on fait évoluer les personnes par rapport à leur quête de sens, par rapport à leur envie d'évoluer peut-être en interne, tout ça, ce sera à l'écoute et il y aura peut-être des personnes qui auront eu le temps de faire plus d'introspection pendant cette période pour se demander à quoi elles avaient envie d'être utiles et de servir. Donc, il faudra aussi ne pas nier tout ça et qu'il y ait des solutions peut-être en interne pour faire évoluer les gens selon leurs aspirations un peu plus profondes. Et enfin, quand on parle de qualité de vie au travail, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine pour la qualité de vie au travail a lieu en juin. Il a été décidé il y a quelques jours qu'elle serait maintenue cette année, puisque beaucoup d'événements sont annulés, mais la semaine pour la qualité de vie au travail va être maintenue. Donc, elle aura lieu la semaine du 15 juin. Et ce qui est intéressant, c'est l'ANACT a changé le thème. Donc, le thème, ce sera les enseignements de la crise. Qu'est-ce que ça va changer dans nos manières de travailler? Qu'est-ce que ça a peut-être déjà bouleversé? Quel va être le rôle du manager dans l'après-crise? Et là encore, l'idée va être de partager des bonnes pratiques. Donc du coup, avec tous ces changements-là, la semaine pour la qualité du travail, c'est donc dans un mois. Et je pense que ça peut être très intéressant et là encore assez innovant de se dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment on va le faire, puisqu'a priori, on ne pourra toujours pas se voir de visu à 50 ou 100 personnes. Donc, il va falloir gérer à distance. Donc, ça m'intéresserait de savoir s'il y a déjà dans vos entreprises des choses dont vous êtes au courant, si vous êtes au RH, si vous avez déjà organisé des choses, ou au moins si vous y réfléchissez ou si vous savez que votre entreprise va y participer ou pas, sans savoir encore forcément les modalités précises. Donc, le troisième et dernier sondage s'affiche. Je laisse encore répondre les participants. On est aux 3/4. Hop. Donc, nous sommes à oui 22%, non 24% et plus de la moitié qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Ouais. Bah, ça ne m'étonne pas que, voilà, parce qu'autant d'habitude, les entreprises, même celles qui le font chaque année, le savent assez en amont. Là, avec les 2 mois qu'on a vécu, c'est pas étonnant. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on va pouvoir peut-être innover par rapport à une semaine de la qualité de vie classique et proposer des choses à distance et peut-être aller creuser sur les bonnes pratiques en matière de télétravail, de management à distance, de voir un petit peu comment ces 2 mois nous ont peut-être appris des choses dans nos manières de travailler et de les partager aussi en interne. Donc, du coup, n'hésitez pas à en parler dans votre entreprise pour voir qu'est-ce qui serait possible de mettre en place, même à distance. Voilà un petit peu moi ce qui me semblait important. Et Merci beaucoup, Fabienne. Avec plaisir. À votre disposition. Mais oui, alors voilà, c'est ouvert aux échanges. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir pour parler d'un sujet, exposer une problématique qu'il rencontre ou autre? N'hésitez pas à prendre la parole pour qu'on puisse échanger sur vos interrogations. Bonjour, Oui. Julie Camé. Moi, Bonjour Julie. D'une petite PME de 25 salariés. C'est intéressant ce que vous dites. Pour moi, et je pense pour beaucoup d'autres entreprises qui sont situées à Paris et pour échanger avec d'autres personnes,
c'est un peu prématuré. Je suis peut-être plus venue échanger avec les confrères et les consoeurs qui seront dans la même situation que nous, c'est-à-dire que pour nous, le confinement, en tout cas dans l'activité professionnelle, va se poursuivre pendant au moins 2 mois, voire jusque fin août. Et donc l'idée, c'était plutôt voilà, d'aborder cette question. Évidemment, le déconfinement et les mesures à prendre, on en parle régulièrement et on échange, et c'est un sujet sur lequel il faut se préparer. Je suis d'accord avec vous, il y aura des petites reprises, donc peut-être pour quelques individus, mais pour les petites entreprises où on a aussi peu de gens pour s'occuper de tout ça, oui. Sachant que voilà, je suis la RH, mais je suis aussi la dirigeante, la co-dirigeante. L'idée, c'était un petit peu de voir ce qui a pu être fait et ce qui pourrait être fait, qui nous permettent justement de donner ce temps d'échange qui ne soit pas un temps d'échange, comme vous disiez, la réunion hebdomadaire qu'on a mis en place, etc., mais qui permettent d'avancer avec les salariés, de leur donner ce sentiment de présence, sans parler des gens qui ont été recrutés, qui arriveront pendant cette période. Les prochains mois pendant cette période, voilà. Ouais, c'est une vraie question. Par rapport aux liens, nous, dans les bonnes pratiques, alors que ce soit grande entreprise ou petite entreprise, c'était vraiment, au-delà de la réunion hebdomadaire, d'essayer d'avoir des échanges un peu plus informels avec les salariés. Ça peut être par téléphone, mais du coup, d'avoir un échange assez régulier pour rester dans le contact, au-delà, je dirais, du strict professionnel, mais pour sentir un petit peu comment vont les gens. Et ensuite, de maintenir le côté convivial, c'est-à-dire de ne pas être que sur le travail pur et on fait une réunion par Zoom pour voir les points que pro, aussi avoir des échanges et de prendre peut-être ce que vous aviez déjà en temps normal avant, c'est-à-dire que ce soit des after-work, que ce soit un café pour les pauses, que ce soit des déjeuners, de recréer des temps ensemble, sans, là encore, que ce soit envahissant parce qu'on a tous nos contraintes, surtout pour ceux qui ont les parents à gérer, enfin qui sont parents et qui ont les enfants à gérer dans la journée, mais de maintenir le lien, surtout si c'est jusqu'à fin août, où là, on parle plus de 2 mois, mais ce sera quasiment sur 6 mois, donc ce qui est énorme, la moitié d'une année. Et du coup, de vraiment essayer de recréer des temps et peut-être aussi de voir qu'est-ce qui, au bout de 2 mois, manque à vos salariés. De poser des questions, je dirais, assez ouvertes pour que les solutions aussi viennent peut-être d'eux. Et certains, selon les pratiques, ça va être des échanges aussi sur des groupes un peu plus informels comme WhatsApp où eh ben, on va échanger un peu plus comme on échange à la machine à café plutôt que de parler que du strictement professionnel. Et ensuite, moi, ce qui me semble important, c'est vraiment par rapport au mois à venir d'échanger au maximum, mais aussi de voir jusqu'à fin août, c'est très très long. Et de voir peut-être aussi les besoins de chacun. Là, on ne sera pas encore à mi-parcours, mais de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe bien et qu'est-ce qui se passe peut-être qui est plus difficile, les difficultés que rencontre chacun. Après, on a des commentaires sur le chat. Il y a Jenny, par exemple, qui propose sa bonne pratique, qui dit qu'ils utilisent, eux, un groupe WhatsApp avec tout le monde dessus. On parle des choses de bureau, mais aussi des choses drôles du quotidien ou autre. C'est un très bon support et sans pression. Effectivement, c'est une possibilité. Après, tout dépend, je pense, aussi de la culture de l'entreprise. Chez Aurecia aussi, on fait quelques petites choses. On a un outil collaboratif, on a Teams, Microsoft Teams, où on crée des canaux différents, où chacun est libre de partager ou de s'appeler directement. Il y a une question aussi, comment concrètement on anime une pause café. Nous, chez Aurecia, par exemple, on propose juste un lien Zoom, on se rejoint. Il n'y a rien à faire. En fait, il ne faut pas animer, il faut juste laisser les personnes à partager ce qui leur passe par la tête. Ça peut parler de mon gosse fait les dents, je ne sais pas quoi faire. Ah ouais, mais moi j'ai la solution. Enfin voilà, il y a vraiment, il faut justement encourager cette spontanéité, en tout cas. Enfin, pour ma part, je pense que c'est le plus important. C'est parce que c'est justement ça que cherchent les salariés, je pense, aujourd'hui. Et dans les petites structures, quand vous disiez que vous êtes à la fois dirigeante et RH, il y a peut-être des gens parmi vos salariés qui vont non seulement avoir des idées, mais peut-être vouloir organiser ces pauses ou je ne sais pas s'il y a des sportifs qui vont vouloir faire un cours à distance ensemble de gym ou de fitness, s'il y a des super pâtissiers qui vont vouloir s'échanger des recettes. Je dirais que c'est aller au-delà de la fiche de poste et de la casquette de chacun et peut-être qu'il y en a un qui va être un peu plus justement animateur de tout ça
ça que les autres. Donc, je dirais aussi de les mettre à contribution, mais dans le bon sens, c'est-à-dire de les écouter. Il y en a peut-être qui seront très contents que ça va occuper et qui vont être ravis d'organiser des choses très créatives. Enfin, du coup, de laisser un petit peu aussi cette marge de manœuvre pour que chacun, je dirais, soit un petit peu aussi, pas ambassadeur, mais en tout cas s'empare de cette question-là. Est-ce que quelqu'un voudrait partager une bonne pratique, un retour d'expérience sur ce sujet-là? Oui. Chloé qui Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Bonjour, c'est oui, MVE. Quel est votre prénom? MVE, alors moi je suis Marianne Cousin-Wagnier, donc je suis manager dans un grand groupe de protection sociale qui s'appelle Malakoff Humanis. D'accord. Donc moi j'appartiens à la direction de l'innovation, donc on s'intéresse évidemment à tous les enjeux RH autour de la qualité de vie au travail et bien d'autres enjeux encore qui préoccupent les RH. Mais là je voulais intervenir en fait pour répondre à la question de comment on anime peut-être des petits moments de convivialité comme ça et partager ce qu'on fait nous au niveau de notre équipe. En fait, on a mis en place des rituels qu'on appelle les cafés de l'INO. Donc, un jour sur deux, on se donne rendez-vous à 9h30, de 9h30 à 10h. Et on commence notre petit rituel en faisant une météo. Donc, c'est très simple. Hein, sur une note de 0 à 10, on dit comment on va, comment on a passé le week-end, le petit moment qui nous a mis un peu du baume au cœur dans le week-end. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce tour-là, eh ben, c'est un peu plus des échanges informels et puis on s'est octroyé la liberté en fait de hacker ce petit moment pour faire aussi des célébrations. C'est-à-dire que quand il y a un anniversaire, et ben en fait tout le monde sauf la personne intéressée, on improvise une carte, on met un petit mot sympa et au moment du café de Lino, et ben celui qui a le lead partage son écran et voilà, c'est un feu d'artifice, c'est une carte improvisée, c'est voilà des petits moments comme ça de célébration parce qu'on les vivait avant, donc on s'est dit que même à distance il fallait continuer à célébrer ensemble des choses. C'est des moments où, plutôt que de mettre des moments formels de redescente d'informations, donc moi je suis aussi manager, on profite de ce moment pour partager avec tous les infos, les inquiétudes sur le déconfinement. Et puis, en dehors de ces rituels, on est bien sûr beaucoup plus présent auprès des collaborateurs. Ça veut dire c'est un contact journalier. C'est-à-dire que ce n'est pas pour faire du relevé de compteur, c'est tous les jours savoir si tout va bien, si on peut venir en aide. Et on a agi aussi, et je vais arrêter là parce que sinon je vous en parlerai toute la journée, mais on a aussi agi. Vous parliez tout à l'heure d'ergonomie. Alors bien sûr, on ne peut pas réhabiliter l'intérieur des collaborateurs, hein, mais on a essayé de faire en sorte que ceux qui ont besoin d'un deuxième écran, parce que leurs yeux commencent à fatiguer, hein, des Teams toute la journée, on en vit tous, c'est fatigant. Donc on a essayé de doter les collaborateurs d'un deuxième écran pour ceux qui le voulaient, d'une souris en plus, voilà. On a essayé de faire un petit effort sur le matériel. Et j'en ai fini. Et j'espère que ça apportera un peu d'eau à vos moulins. Ouais, merci beaucoup, Marianne. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée de rituel, c'est-à-dire que dans le travail, comme dans la vie, on a des vies qui sont faites de routines et des rituels, mais ça a du bon aussi. C'est-à-dire ce qui nous permet de bien travailler, c'est d'avoir notre rituel aussi de travail, donc dans l'organisation, mais c'est important aussi d'avoir ces rituels-là au quotidien et en effet d'avoir des rituels individuels pour vous, votre bien-être, mais aussi collectif. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, dans les bonnes pratiques qui ont été partagées, je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi, je trouve, très spontané, c'est-à-dire c'est de conserver ce qui se faisait avant, mais de s'adapter au contexte un petit peu aujourd'hui. Et dans un rituel qui peut être positif que vous pouvez faire pour vous, avec votre équipe ou avec vos enfants, c'est les fameux 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. C'est d'identifier, même en confinement, 3 choses qui se sont bien passées dans votre journée, 3 choses qui vous ont fait kiffer, 3 choses que vous avez particulièrement aimées. Ça peut être un fou rire avec un collègue, ça peut être un échange avec un client, ça peut être quelque chose que vous avez mené à bien, votre fameux dossier qui vous poursuivait depuis 3 jours, vous l'avez bouclé. Donc vraiment d'identifier à la fin de chaque journée des choses qui sont bien passées, qui vous ont fait plaisir. Et ça, c'est très chouette aussi avec vos enfants. Du coup, je trouve que de se focaliser sur le positif, même dans des périodes où on a l'impression que tout va mal, ça fait aussi du bien et ça permet d'être plus optimiste au quotidien et de vous porter au-delà, je dirais, des difficultés et du contexte. Très bien. Est-ce que quelqu'un voudrait aborder un autre sujet ? Ou continuer celui-ci. Hein, Mais la parole est à vous. Bonjour à toutes. Bonjour Chloé. Oui, je voulais rebondir sur le système de sondage dont parlait Fabienne tout à l'heure.
Nous, on se posait la question déjà avant le confinement, parce qu'on avait fait un baromètre un petit peu du travail. Il avait été fait par l'entreprise été 2018, puis un été 2019, mais on se rendait bien compte qu'en faire un par an, en fait, on ne remontait pas assez suffisamment les informations et ce n'était pas assez pertinent. Et au moment du confinement, il y a l'entreprise Supermood, qui est un système de sondage des salariés, qui a mis en place un sondage gratuitement spécifique au Covid 2019 sur la question du moral, sur la question est-ce que j'ai le matériel adéquat, enfin vraiment lié à la situation. Donc nous, vu qu'on se posait déjà la question, on a adhéré de suite à leurs propositions. Et dès les premières semaines, on a eu vraiment des retours très intéressants, à savoir des personnes qui n'avaient pas forcément connaissance, enfin qui manquaient de matériel, et où on leur a dit mais on peut vous signer une attestation, si vous n'êtes pas loin du bureau, vous pouvez y retourner, chercher un deuxième écran, une souris, mais ces choses-là n'étaient pas remontées dans nos échanges quotidiens, et le sondage nous a permis ça aussi. Et depuis, on est tellement convaincus qu'on a lancé de suite un contrat avec eux. Et là, on a déjà remonté des infos sur le télétravail, les difficultés, mais aussi, il y a eu la période de l'entretien trimestriel, donc ça nous a permis d'échanger. Donc là, on garde pendant une semaine une thématique vraiment morale, un petit sondage régulier, et la semaine d'après, un sondage thématique. Et juste, vous parlez aussi des super likes, où on parlait de l'échange et de la reconnaissance et de la récompense. Ils proposent aussi ça, c'est un super like envoyé, mais à entre collaborateurs. On a droit à un super like par vendredi. Donc, il n'y a pas que le manager qui va faire la démarche de récompenser son équipe, mais bien entre collaborateurs. Là, on nous a permis de voir qu'on avait bien des interactions entre les sites qui sont géographiquement un petit peu dispersés. Et il y a eu un vendredi où on n'a pas fait ce super like, et dès le lundi, j'ai eu droit. Mais comment ça? J'ai pas eu le super like, parce que c'est envoyé le vendredi, c'est reçu le lundi matin par email, et on commence tous la semaine avec un petit boost, un petit boost, et qui est très intéressant. Donc ça a été vraiment, nous, une découverte grâce à Supermood qui nous a... Et ça ressort là dans les derniers échanges, tout le monde nous dit surtout, on maintient Supermood pour la suite. Ah, super, génial. J'allais vous demander, est-ce que vous avez, quel est le taux de réponse à ce type de... Alors, il faut savoir qu'on est une petite structure, on est 27 salariés, mais on a toujours, la première semaine, on a eu plus de 90%, et là, on tourne autour de 87% de taux de participation. Donc, vraiment, on a un très, très bon taux de retour. D'accord. Non, c'est très intéressant. Et justement, plus largement, il y a beaucoup de startups qui ont proposé comme ça leur outil, leurs ressources gratuitement pendant le confinement. Donc, du coup, allez voir parce que c'est pas encore, je dirais, fini. Et il y a beaucoup d'entreprises. Il y a Supermood, il y a Bloom at Work qui fait aussi des sondages. Vous avez Empreinte Humaine où ils font aussi par climat des sondages et des questions. Donc, je dirais que allez voir parce que les questionnements, la fréquence, tout ça est assez variable. Donc, du coup, vous allez trouver l'outil qui vous convient le mieux, et profitez des périodes justement où vous avez possibilité de tester ces outils-là gratuitement, parce que ça peut être un vrai plus, comme là ça le montre concrètement au quotidien, même pour des équipes de moins de 30 personnes. C'est très important parce que ce que vous disiez avec le matériel, c'est des choses qui peuvent irriter au quotidien, qui peuvent vraiment être source à force de mal-être en télétravail, et du coup de pouvoir débloquer ce genre de situation grâce à ces sondages plus réguliers, c'est vraiment très très bien. Très bien. Dans le chat, on a une question concernant la semaine de la QVT. Alors, attendez, je ne la retrouve pas. Oui, pour ceux qui organisent quelque chose déjà et qui ont déjà pensé à cette semaine de la QVT, comment allez-vous l'organiser? Je suppose que la question, c'est surtout qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qui se lance dans ceux qui avaient dit oui au sondage? Si vous savez déjà, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément une visibilité non plus. Mais peut-être juste des pistes, des idées, des thématiques. Mais dis donc, on a des timides aujourd'hui? Bonjour. Bonjour Marion. Je suis Marion Ockels. Je suis assistante RH dans une association de 60 personnes. Chez nous, je pense qu'on va organiser des échanges de pratiques. Je pense que ça va se focaliser autour de ça, des pratiques sur le confinement, sur notre activité principale, voilà, entre les salariés,
Je pense que ça va se concentrer là-dessus. Moi, mon souci surtout chez nous, c'est de fédérer autour de quelque chose. Chez nous, on met en place pas mal de choses sur la qualité de vie au travail. Le problème, c'est de faire participer les gens, que ce soit toute génération confondue. Nous, on a un vrai problème de participation. Les gens ont du mal, enfin, se râlent qu'il n'y ait pas de choses mises en place ou de nouveautés. Et même quand on les organise, voilà, moi j'ai un gros problème là-dessus. Oui. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple, où du coup, il y avait moins de monde que ce que vous attendiez? On a mis en place, là j'ai mis en place des cafés visio. Donc tous les matins, 15 minutes, les gens, on a un retour assez fort de gens qui se sentent seuls, qui ont besoin d'échanger. J'ai mis en place, j'ai proposé du coup tous les matins sur inscription, voilà, hein, ils me donnent leur nom, on participe. J'ai fait ce matin le premier et j'ai dû annuler, ce sera le seul de la semaine. Il y en aura un demain, mais on sera 3. D'accord. Donc on va poursuivre, mais... Et est-ce que vous avez possibilité de savoir justement pourquoi les gens ne participent pas? Est-ce que c'est l'aspect visio? Est-ce que c'est l'horaire? Est-ce que c'est, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas un thème, par exemple, prédéfini ou... Alors, je n'ai pas essayé le thème encore. L'aspect visio, je l'ai déjà enlevé. Les gens peuvent participer sans s'ils le souhaitent, sans aucune obligation. On a des personnes qui ont fait un retour car ils étaient embêtés avec leurs enfants. Et du coup, j'ai communiqué aussi sur le fait qu'ils puissent participer avec leurs enfants. Voilà, parce que s'ils le souhaitaient, parce qu'on est là pour s'adapter et pour échanger, et qu'il y en a qui ont peut-être justement pas assez d'animation chez eux, et d'autres un Ah oui, c'est peu trop. Donc autour de ça, j'ai un peu plus de participation. Mais pour la semaine prochaine, j'ai un peu plus de monde, mais on ne monte quand même pas sur 60 personnes. On va être sur 15. Bon, 15, c'est déjà pas mal. On monte progressivement, mais... Oui. Après, c'est vrai que c'est un problème qui revient. C'est vrai que nous-mêmes, hein, chez Aurecia, c'est un problème, enfin, de se dire comment on arrive à faire participer ces gens-là, Oui. parce que entre ceux qui sont sous l'eau avec les gosses, etc., mais aussi parce que trop de travail, parce qu'il y a surcharge aussi. Oui. Qu'il y a trop de travail aussi, parce qu'ils arrivent à moins s'organiser en étant tout seuls. Il y a ceux qui sont seuls et qui s'ennuient un peu suite à la baisse d'activité, mais et des fois même eux ne viennent pas participer. Est-ce qu'il y a un moyen pour mieux engager sur des petits événements comme ça? Mais moi, je dirais qu'il y a le côté, alors après, ça dépend aussi des gens, bien évidemment, mais le côté ludique et défi, c'est-à-dire qu'on le voit beaucoup dans les commentaires qu'il y a à droite dans le chat, mais d'organiser un peu le côté défi, challenge, quelque chose vraiment qui fasse participer tout le monde, qui fasse aussi rire, que ce soit avec une thématique en particulier ou avec un challenge photo, avec du coup tout ce qui va créer un petit peu une dynamique où je nomme un collègue, tout ce qui va créer un petit peu voilà, l'effet boule de neige. Et peut-être qu'au premier, il y aura 10 personnes et qu'au deuxième, il y en aura 15 parce qu'on aura échangé et que c'était super et que le bouche à oreille se fera aussi. Et sinon, le côté peut-être thématique, c'est-à-dire que si les gens, il y a une promesse qui les intéresse, alors je sais pas, ça va être d'échanger sur justement les parents, comment vous gérez. Le côté aussi un peu on s'écoute des fouloirs, d'entendre que d'autres n'y arrivent pas comme nous et qui sont aussi débordés toute la journée, ça fait du bien, on se sent moins seul. Peut-être que ceux qui sont seuls, ça va être comment vous arrivez à vous occuper, qu'est-ce que vous faites de ce temps, enfin disons peut-être selon s'il y a une promesse de trouver du contenu qui m'intéresse moi et de l'échange qui va m'aider à être mieux, peut-être que quelque chose de général où je me dis en fait que bon bah j'ai pas le temps ou j'ai pas trop envie. D'accord. Okay. Écoutez, merci. Ouais, je vais essayer les thématiques. Merci beaucoup. Merci Marion. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Pour les idées de challenge, si vous regardez le chat à droite, vous en trouverez pas mal. Hein. Là, j'en vois avec oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'échanges. Il y a pas mal d'idées, hein. Des challenges photos, il y a de l'imagination, c'est bien. Est-ce que quelqu'un voudrait partager son point de vue? C'est intéressant aussi, il y a l'idée aussi d'un apéro RH, parce que les RH aussi en ont besoin. Et en effet, ceux qui s'occupent du bien-être des autres ont aussi besoin d'échanger pour eux. Donc, je trouve ça aussi important voilà, de prendre ce temps pour vous.
Bon, on vous autorise à prendre l'apéro maintenant. Je me permets de reprendre la parole, mais je veux pas la voler à des gens qui se seraient pas exprimés. Non, dites-nous, Julie. Julie de nouveau. Se pose la question des personnels qui sont les plus angoissés par cette reprise, et on sent bien que même si on leur promet des solutions qui répondent le mieux possible à ce fameux guide, mais encore une fois, c'est toujours facile à écrire, un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Voilà, et je pense notamment aux personnels fragiles qui ont un passif médical qui les a rendus extrêmement alertes sur ces questions. Voilà, est-ce qu'il y a des préconisations particulières, des choses à faire? Enfin voilà, est-ce que vous avez été confrontés à ça, chers confrères, chères consoeurs, et comment vous gérez? Alors effectivement par la parole en individuel, mais je sens bien que c'est pas suffisant par moment. Voilà, j'avais cette question sur les personnels les plus par rapport à ce virus, vraiment. Très bien. Est-ce que quelqu'un saurait répondre et peut-être déjà gérer la situation ou est en train d'essayer de gérer en tout cas la situation aujourd'hui? Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour Céline Canevet, donc je suis responsable RH dans un groupe de 2000 personnes. Nous sommes donc une grosse équipe RH et donc je m'occupe d'un périmètre de 300 collaborateurs aujourd'hui. Pour répondre à Julie, nous on se pose aussi la question de comment les rassurer. Ce qui nous vient quand même là, alors aujourd'hui avec ce que le gouvernement nous donne comme élément, hein, puisque on est un peu au jour le jour, on est vraiment dans la pédagogie finalement, et c'est expliquer en fait nous notre rôle, enfin moi dans notre entreprise le rôle de la RRH pour nous va être de venir en soutien aux managers afin de peut-être avoir une conversation, un moment d'écoute avec le collaborateur et afin d'essayer de le rassurer et de lui montrer que nous avons mis en place les solutions que nous impose l'État, que nous faisons en sorte de respecter les périmètres de sécurité, de mettre en place voilà masques, gants parfois, enfin voilà s'il y a besoin. Et vraiment on est sur la pédagogie. Après la question va se poser du collaborateur qui sera de toute façon quoi qu'il arrive réticent et qui ne voudra plus retourner, même si ça reste une obligation de retourner travailler. Mais la question va finir par se poser. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce qu'on ira jusqu'à la sanction disciplinaire du collaborateur réticent malgré tout ce que la société peut mettre en place pour qu'il puisse revenir travailler. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la pédagogie qui prime, je pense. Oui, avec une difficulté supplémentaire qui est la qualification du salarié quand vous avez en face de vous des publics extrêmement informés, qui sont des chercheurs, qui sont eux-mêmes extrêmement qualifiés, et nous de notre côté un peu désarmés parce qu'aujourd'hui les dispositions qu'on connaît sont encore assez vagues et par moments assez difficiles à appliquer. Donc c'est pour ça aussi que ce déconfinement il est un peu lointain, hein. On est une petite structure et nous on préfère rester en télétravail au maximum pour aussi parce qu'on n'est pas forcément capable sur le site de prévoir tout ce qui est demandé. Et après, ce sera aussi quand il y a un public très spécifique, quand vous parlez des personnes les plus fragiles, notamment, c'est de voir qu'est-ce qu'elles pensent important dans leurs mesures particulières par rapport à elles, et après de voir qu'est-ce qu'elles peuvent proposer, que ce soit en termes, si c'est possible avec l'activité, de décaler les horaires pour être moins aux horaires de pointe, que ce soit dans les transports ou dans la rue, mais je dirais d'être à l'écoute parce qu'en effet, par rapport aux personnes les plus fragiles, il y aura forcément des paramètres que vous n'êtes pas médecin et que vous n'allez pas maîtriser, et peut-être aussi vous rapprocher de la médecine du travail, de voir qu'est-ce que par rapport à des cas, je dirais un peu plus particuliers par rapport à un public lambda, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites et mises en place, et du coup peut-être aussi se rapprocher d'associations qui ont l'habitude aussi de réintégrer, je dirais par rapport aux craintes que peuvent avoir ces personnes-là, des personnes qui ont été en long arrêt, que ce soit après un cancer ou des choses comme ça. Il y a des associations spécialisées aussi dedans et qui, je pense, seront de bons conseils aussi plus généralement pour ces personnes-là après le confinement, et qui auront des solutions parce qu'elles ont l'expérience justement du retour au travail après des périodes parfois compliquées, parce qu'il y aura aussi le volet, je dirais, psychologique. En effet, vous aurez des personnes qui voilà, auront énormément de peur et de crainte, donc du coup, d'essayer de vous rapprocher de tiers qui peuvent peut-être vous aider.
Alors, dans le chat, il y a nous privilégions le télétravail pour ces personnes les plus fragiles. Voilà, je pense que c'est aussi une bonne, comment dire, un bon entre-deux, entre guillemets, pour l'instant, ne sachant pas quand est-ce que le retour se fera, en tout cas. Et même après, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est peut-être le temps qu'elle se rassure, cette personne, est aussi de voir que le reste du groupe y va et tout en sécurité. Il y aura peut-être ce temps-là aussi que dans la mentalité des gens pour se dire bon, aujourd'hui c'est bon, mes collègues y sont, tout le monde est en sécurité, l'entreprise a tout mis en place pour le faire, donc c'est plus rassurant et des fois c'est qu'une question de temps, je pense aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabienne ? Oui, le temps, parce qu'en effet, là, on est en pleine incertitude. Donc, en effet, de voir aussi les premiers retours, c'est-à-dire de se rendre compte de ce qui se passe concrètement, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on projette au-delà de la réalité pure et dure. Et ensuite, je dirais, ce qui va être important, c'est quel aménagement on peut proposer, c'est-à-dire comment on peut composer. Et là, ça va être très différent entre les entreprises où vous avez des bureaux open space, du flex office qui va être quasiment ingérable dans les semaines à venir, des gens qui ont des bureaux. Enfin, comment on peut peut-être réaménager pour que les personnes plus fragiles aient pendant quelques mois leur propre bureau et soient pas même à travers des cloisons dans l'open space. Enfin, voilà, et je pense qu'il y aura tous les compromis qu'on peut essayer de faire pour que ces personnes-là se sentent rassurées et avec la confiance de revenir. Et puis pourquoi pas voir que 2 ou 3 jours de télétravail dans la semaine, ça se fait très bien et qu'il n'y a pas besoin de venir tous les jours non plus. Donc ce sera peut-être venir à des points essentiels une fois tous les 15 jours au début et puis un peu plus après. Voilà, je dirais que c'est aussi très variable selon l'activité. Il n'y a pas forcément non plus, généralement, besoin d'être au bureau tous les jours. Alors, il reste normalement que 10 minutes. Bon, on peut déborder un tout petit peu si vous avez le temps, mais j'ai vu une question tout à l'heure, je ne sais plus qui l'avait posée dans le chat, concernant la déconnexion. Elle disait que voir ses salariés connectés le week-end, comment faire pour éviter ça ? Alors, je dirais il y a 2 choses. Il y a déjà les règles qu'on va fixer tous ensemble et les règles communes, c'est-à-dire quand est-ce qu'on s'appelle, quand est-ce qu'on privilégie le mail, quels horaires. S'il y en a qui veulent travailler le soir, rien ne les empêche, mais par contre, on peut prévoir d'enregistrer les messages et de les programmer pour qu'ils ne partent que le lendemain à 8h et qu'ils n'arrêtent pas dans les boîtes mail à 23h le soir. Donc, je dirais qu'il y a tous ces aménagements-là, toutes ces règles qu'on peut se fixer tous ensemble. Et après, il y a l'exemplarité, c'est-à-dire que des managers, de la direction, si on dit aux gens de déconnecter le week-end, mais que vous êtes les premiers connectés justement à envoyer des messages le week-end, le message va beaucoup moins, c'est comme avec les enfants, va beaucoup moins passer si l'acte et la parole ne se rejoignent pas. Et ensuite, on est dans une période très particulière, donc vous avez des personnes qui ne vont pas pouvoir travailler autant qu'elles le voudraient pendant la journée parce qu'elles vont devoir gérer l'école à la maison, donc qui vont se rattraper le soir et le week-end, ce qui est peut-être pas gênant pour elles. Ce qui est gênant, c'est quand je voyais aussi dans le fil, quand les personnes sont en arrêt de travail, en effet, il n'est pas normal qu'elles travaillent. Donc, c'est peut-être faire un point avec elles en toute bienveillance et de voir qu'est-ce qui est vraiment urgent, qu'est-ce qui est important, parce que avec le confinement et le rythme qu'on peut avoir, on perd parfois la notion, je dirais, dans la hiérarchie des priorités. Donc, vraiment de remettre peut-être un point hebdomadaire à chacun sur qu'est-ce qui est vraiment important, urgent, qu'est-ce qui ne peut pas attendre et qu'est-ce qui peut attendre le lendemain ou le lundi et qui n'a pas besoin d'être fait le week-end. Et vraiment je dirais que là où l'exemplarité est importante, c'est si en effet vous-même d'essayer d'avoir le comportement que vous attendez des autres et aussi d'en discuter, c'est-à-dire que vous avez des gens pour qui ça ne va pas poser de problème de retravailler le week-end parce qu'ils auront peut-être moins travaillé en semaine, mais ce qu'il ne faut pas, c'est que les gens aient un rythme 7 jours sur 7, sans temps de repos, sans temps de pause ou de déconnexion. Et il est important aussi pour déculpabiliser les gens, c'est-à-dire que quand on gère tout, qu'on gère les enfants à la maison ou qu'on est en télétravail de manière plus générale, même sans enfants, on peut avoir l'impression de culpabiliser parce qu'on prend une pause d'un quart d'heure ou le midi qu'on déconnecte vraiment, mais il faut vraiment réhabiliter ces temps de pause parce que comme je vous le disais, c'est un marathon, c'est pas un sprint et il va falloir tenir sur le long terme et le risque c'est vraiment de s'épuiser. Donc
Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de profiter de ce moment-là pour faire une charte tous ensemble de déconnexion. Quels usages on fait des outils collaboratifs, qu'est-ce qu'on utilise comme canal pour se parler. On parlait des groupes WhatsApp qui peuvent aussi devenir envahissants si tout le monde envoie des photos à n'importe quelle heure et qu'on ne s'arrête jamais. Donc du coup, c'est un peu de poser les limites et vous de communiquer aussi sur la manière dont vous travaillez. Il y a de plus en plus, vous devez le voir quand les gens répondent aux mails en ce moment, je suis connecté que de telle heure à telle heure, merci de privilégier le téléphone ou le mail, très bien. Donc communiquez-vous aussi sur la manière dont vous voulez qu'on vous joigne et voyez ça aussi au niveau de l'équipe parce qu'on n'a pas forcément les mêmes réflexes chacun et quelque chose qui va me paraître normal va peut-être vous énerver ou à l'inverse, voilà, on ne va pas forcément avoir les mêmes usages non plus. Très bien, merci pour ce retour. Est-ce que, alors il reste 5 minutes, est-ce que quelqu'un voudrait aborder un dernier sujet rapidement? Je crois que tout le monde a d'autres choses à faire après. Oui, Aurélie, bonjour. Oui. Je voulais vous demander, bonjour, comment vous allez gérer si, par exemple, nous, on va préconiser plutôt un retour au travail parce qu'on trouve le télétravail moins efficace, bon, sachant qu'on n'est pas énormément dans l'entreprise, on est 11 salariés et on a quand même assez d'espace. Quel discours on peut éventuellement avoir pour des salariés qui seraient un peu récalcitrants à venir alors que, bon, en plus, on a des masques, on a tout ce qu'il faut, on a tout mis en place correctement. Mais certaines personnes peuvent avoir peur de vouloir quand même revenir au travail. Donc, quel genre de discours on peut avoir face à ces craintes, en fait? Moi, je dirais c'est déjà de comprendre de quelle crainte il s'agit. Parce qu'en fait, selon les gens, ça va être certains, ça va être la peur de revenir dans les transports aux heures de pointe. Donc, peut-être qu'en proposant des horaires aménagés, ça va rassurer en disant qu'on ne sera pas à l'heure de pointe dans le métro ou dans le RER. D'autres, ça va être peut-être la crainte de ne pas réussir à gérer si les enfants sont encore à l'école au travail. Et du coup, c'est de voir quelle organisation. Il n'y a peut-être pas besoin de revenir tous les jours au bureau. Et aussi de comprendre au-delà du fait que le télétravail soit peut-être moins efficace, quel intérêt ont les gens à revenir au travail, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pourriez faire que vous ne pouvez pas faire actuellement et peut-être de voir pour les plus réticents, c'est peut-être un jour par semaine au début ou pour un point très précis et de voir au fur et à mesure, comme on le disait tout à l'heure, de réassurer que tout se passe bien et de répondre aux craintes si les gens ont peur de, je ne sais pas, que ce soit de l'hygiène, d'expliquer qu'est-ce qui va être mis en place, donc de faire preuve de beaucoup de pédagogie et d'expliquer concrètement les mesures, donc je dirais en répondant aux craintes un petit peu au cas par cas et peut-être après ça vous permettra de faire un document qui répond un petit peu de manière plus générale à ces craintes et en essayant d'avoir une réponse à chaque fois et peut-être de faire au début du sur-mesure entre ceux qui veulent bien revenir spontanément et que ça arrangera bien, qui seront très contents et d'autres pour qui ce sera peut-être plus compliqué, ce sera peut-être plus progressif. D'accord. Merci. Peut-être pas faire de la même reprise pour tout le monde de manière uniforme. D'accord. Après, je ne sais pas si d'autres ont ce cas-là et veulent partager, ce serait intéressant. Oui, à nouveau, Chloé, j'étais en train de tapoter sur le chat, mais je me dis qu'une réponse orale sera peut-être plus agréable. Donc, nous, on a fait une présentation, en effet, en interne avec ce qui a été mis en place. On a convié les collaborateurs à cette présentation-là, où nous, il y a déjà certains critères, à savoir... Là, moi, je vous parle du notre site qui est à Nantes, parce que le site de Paris, pour le moment, il n'y a pas de retour. Mais à Nantes, on privilégie les personnes qui n'ont pas de transport en commun, qui peuvent venir donc à pied, à vélo ou en voiture. Il y a par chance aussi des collaborateurs qui habitent pas très loin et qui peuvent rentrer chez eux le midi. Nous, il y avait beaucoup ça qui posait souci. C'était la petite cuisine qui ne permet pas forcément d'accueillir tout le monde. Du coup, en présentant donc d'abord ces différents critères, puis là on a fait un contrat avec une société de ménage spécialisée dans la désinfection qui vient en plus du ménage actuel une fois par semaine. On a racheté donc des masques, du gel et des panneaux PVC pour séparer les open space et surtout on a fait un calendrier en ligne où chacun va mettre ses présences et là, il n'y aura jamais plus de 6 personnes. Donc,
Ça permet de visualiser qui est là ou pas là, ou surtout les gens qui ont besoin de travailler ensemble savent assez facilement quel jour il est mieux de venir ou non. Il y avait des personnes qu'on a mis en priorité parce qu'il y avait plus de contraintes, que ce soit d'enfants, de familles ou autres, et des personnes d'autres qui étaient plus souples dans leur choix et qui du coup pouvaient s'adapter plus facilement. Mais pour nous, c'était important de faire un premier retour au bureau malgré tout. Mais c'est vrai que la présentation a été assez complète pour essayer de rassurer au maximum. Ah oui. Quel outil vous utilisez pour faire ce calendrier? Là, c'est tout simplement un fichier Excel qu'on a mis sur un lien Drive qui est consultable à tout moment. D'accord. Je trouve ça super. C'est vrai qu'au moins, ça laisse. C'est un peu comme sur la base du volontariat, mais organisé en fait. Oui, il y avait ça parce qu'il y en avait vraiment qui étaient dans l'attente, d'autres un peu moins. Donc, mais à l'inverse, on s'est dit pour le déjeuner, on s'est dit oui, mais on va vers les beaux jours. Rien ne nous empêche de s'emmener à manger, de prendre un petit parc ou un petit espace vert aussi, et de pouvoir, en gardant des distances sociales, malgré tout partager un déjeuner ensemble. Oui, non, mais voilà, au moins. Mais c'est vrai. Mais après, ou d'ouvrir les portes à son. Enfin, voilà, il y a aussi. Il y avait vraiment des personnes. On voit de suite, de toute façon, les personnes qui ont l'envie de revenir et celles qui ont vraiment ces craintes-là. Donc, là, c'était très parlant. Après ce point-là, on a vite vu les différents types de comportements face au retour au travail. C'est très intéressant. Très bien, merci pour ce retour, Chloé. Bon, mais je vais devoir mettre fin à ce canapé RH. Malheureusement, les échanges étaient ultra riches, super intéressants. Merci à tous. Merci beaucoup, Fabienne, d'avoir intervenu et de nous avoir apporté votre savoir. Pour information, pardon ? Merci à tous et à toutes. Avec plaisir. Avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous envoie le compte-rendu par mail ainsi que le lien du replay. Demain matin, il y a un autre événement Eurecia qui est un webinaire sur, alors que je ne dise pas des bêtises parce que il faut que je vérifie, mais sur les dernières infos légales à connaître pour les RH, donc très intéressant. Ça sera en compagnie de Maître Auger, avocate. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. La semaine prochaine, nouveau canapé RH avec Florence Point, qui est consultante RH et coach en psychologie positive, avec qui on échangera sur les bonnes pratiques managériales pour un retour de confinement réussi. Retour de confinement pour certains ou pas, hein, voilà, mais pour au moins prévoir le vôtre même plus tard. Voilà. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux, on partage plein d'événements pour vous aider. En tout cas, je vous souhaite tous très bon courage, bonne continuation. J'espère que tout ira bien et qu'on vous a amené un peu plus de positif aujourd'hui. Encore merci à tous et très bonne journée. Bonne journée. Au revoir.